On dit que l'argent et l'amour sont deux des forces les plus puissantes au monde. Pour la plupart des gens, trouver un équilibre entre ces deux éléments est déjà suffisamment difficile. Mais imaginez gagner des dizaines de millions au cours d'une carrière professionnelle pour ensuite tout voir disparaître, non pas à cause d'un mauvais investissement, mais à cause des femmes de votre vie. We ended up divorced 41 days later. We ended up in a physical altercation. C'est exactement ce qui est arrivé à plusieurs joueurs de la NBA qui ont tout perdu. Et ce qui choque encore les gens, la plupart d'entre eux ne l'ont pas vu venir. Kenny Anderson était censé être le prochain Magic Johnson. Ce n'était pas seulement le discours des fans. Les recruteurs appelaient chez lui alors qu'il était en 6e. Né dans le Queens, à New York, Anderson a pulvérisé le record historique de points, marqué dans les lycées de l'État de New York, avec 2621 points à l'Archbishop Molloy High School. Il a été nommé 4 fois All-City, exploit qui n'avait pas été accompli depuis Karim Abdul-Jabbar, et était classé devant Shaquille O'Neal dans sa promotion de recrutement. Georgia Tech a réussi à le recruter, et Anderson a aidé les Yellow Jackets à atteindre le Final Four en 1990 aux côtés de Dennis Scott et Brian Oliver, le trio connu sous le nom de Lethal Weapon 3. Après 2 saisons, il s'est présenté à la draft de la NBA. En 1991, les New Jersey Nets ont sélectionné Anderson en 2e position. Il n'avait que 20 ans et portait d'énormes attentes pour une franchise en difficulté. Mais dès sa 3e saison, tenait ses promesses. Des records en carrière de 18,8 points et 9,6 passes décisives par match. Une performance de 45 points contre les Detroit Pistons et une place au NBA All-Star Game de 1994 aux côtés de son coéquipier Derrick Coleman. Il a ensuite joué pour les Charlotte Hornets, les Portland Trail Blazers, les Boston Celtics, les Seattle Supersonics, les New Orleans Hornets, Indiana Pacers, les Atlanta Hawks et les Los Angeles Clippers avant de terminer sa carrière à l'étranger, en Lituanie. Au final, il a joué en tant que professionnel pendant 15 ans et a gagné environ 63 millions de dollars. En dehors des terrains, cependant, une toute autre histoire se dessinait. Anderson a eu 7 enfants avec 5 femmes différentes au cours de multiples relations qui se sont chevauchées et s'est marié 3 fois. Premier mariage, Tammy Roman, qui s'est fait connaître plus tard grâce à l'émission de télé-réalité Basketball Wives, a pris fin en 2001 après qu'elle eut invoqué l'infidélité. Le jugement de divorce obligeait Anderson à verser 8 500 $ par mois de pension alimentaire pour leurs 2 filles et à céder à Roman la moitié de ses biens au moment de la séparation. Elle avait contesté leur contrat de mariage devant les tribunaux et avait obtenu gain de cause. Lorsque Anderson a cessé d'effectuer ses paiements en 2005, les dettes se sont rapidement accumulées. Au moment où Roman a intenté son procès, il devait près de 800 000 $. Elle aurait vendu sa montre Cartier juste pour que leur fille puisse rester scolarisée. Anderson, quant à lui, jouait en Lituanie et gagnait entre 750 000 et 1 million de dollars, sans rien envoyer à la maison. Notre document de faillite montrait qu'il dépensait 41 000 $ par mois pour lui-même, alors que ses enfants étaient privés de tout. Roman n'était pas la seule à attendre. Ces documents de faillite faisaient état de pensions alimentaires impayées à plusieurs femmes, 23 000 $ dus à une mère et au moins 20 000 $ à une autre. En 2005, bien qu'il ait gagné environ 63 millions de dollars au cours de sa carrière, Anderson a déposé le bilan. La bataille juridique avec Roman a duré près de 9 ans avant d'aboutir à un accord en 2012, Anderson ayant payé la quasi-totalité de la somme grâce à sa pension de retraite de la NBA. Je pensais que l'argent durerait et je ne savais pas dire non, a-t-il déclaré plus tard à Forbes. 3 mariages, 7 enfants de 5 femmes différentes et un train de vie qui dépassait toutes ses obligations financières. Tout cela a contribué à anéantir la fortune de l'un des meneurs de jeu les plus doués de sa génération. L'histoire d'Anderson nous rappelle brutalement à quelle vitesse des décisions personnelles peuvent venir à bout même du plus gros salaire de la NBA. Tous les désastres financiers évoqués ici ne se résument pas à des procès et à des pensions alimentaires impayées. Parfois, une seule relation suffit à anéantir discrètement une carrière avant même qu'elle n'atteigne son plein potentiel. C'est à un joueur tout ce qu'il était censé gagner. C'est exactement ce que Rashad McCants estime lui être arrivé. Kent a fait son entrée en NBA en 2005 en tant que 14e choix au total, fort de son titre de champion national remporté en Caroline du Nord. C'était un marqueur, sûr de lui, rapide et suffisamment dangereux pour mener l'ACC avec 20 points par match lors de sa 2e saison universitaire. Les Minnesota Timberwolves l'ont sélectionné et dès la saison 2007-2008, il avait inscrit un record personnel de 34 points en un seul match et s'était imposé dans le
5 de départ. Les choses s'annonçaient les bien pour la première fois depuis longtemps. Puis vint la relation qu'il qualifiera plus tard de plus grand regret de sa carrière. En juin 2008, McCants a commencé à fréquenter Khloé Kardashian. Ils sont restés ensemble environ 7 mois. Pour McCants, un joueur qui se battait encore pour sa place dans une équipe d'un petit marché, la tension médiatique suscitée par cette relation a été immédiate et écrasante. Il n'était pas une superstar et dans la culture de la NBA de l'époque, être publiquement lié à une célébrité tout en jouant au Minnesota était considéré comme une distraction et non comme un avantage. Il a été transféré aux Sacramento Kings cette même saison. Il a signé avec les Houston Rockets en septembre 2009, mais le contrat a été annulé après seulement un jour de camp d'entraînement. Il a signé avec les Dallas Mavericks en octobre 2010 et a été libéré quelques jours plus tard. Sa carrière en NBA était pratiquement terminée. Il a ensuite joué dans des ligues en France, en Chine, au Brésil, au Liban, au Venezuela et aux Philippines, sans jamais revenir en NBA. En 2017, McCants s'est entretenu avec le Charlotte Observer et a fait part de sa frustration. Cette relation avait donné aux équipes une raison de douter de son engagement. Sans cette situation, j'aurais gagné entre 60 et 70 millions de dollars, a-t-il déclaré, facilement. Dans une interview accordée à Basketball Network, il a expliqué la culture tacite qui régnait à cette époque dans la ligue. Aujourd'hui, la NBA encourage les joueurs à se forger une image de marque et une notoriété publique, que soit la ville où ils jouent. À l'époque, seules les plus grandes stars confirmées disposèrent de cette liberté sans que cela ne se retourne contre elles. On attendait d'un joueur de second plan évoluant dans une équipe d'une petite ville qu'il fasse profil bas. Pour moi, n'étant pas un joueur très en vue et évoluant au Minnesota, c'était plus une distraction qu'un compliment, a déclaré McCants. J'ai été l'un des premiers à m'épanouir dans tous ces domaines et cela n'a pas aidé ma situation. Les critiques ont été virulentes. Kent n'a réussi que 35% de ses tirs lors de sa deuxième saison en NBA. Sa moyenne en carrière de 9,9 points par match sur 4 saisons était considérée par de nombreux analystes comme son plafond et non comme le résultat d'une distraction hors du terrain. Cette relation, affirmait-il, n'avait rien à voir avec ses performances. Pourtant, au-delà du débat sur sa carrière, il y a eu aussi une perte financière réelle. Kent a été escroqué par l'arnaqueuse Peggy Ann Fulford, perdant 200 000 $ dans le cadre d'un vaste stratagème qui a soutiré près de 5,69 millions de dollars à plusieurs athlètes, dont Dennis Rodman et Ricky Williams. Fulford a été condamné à 10 ans de prison en 2018. McCants estimait qu'une relation de 7 mois lui avait coûté un avenir évalué entre 60 et 70 millions de dollars. La question de savoir si cela est tout à fait exact reste sujette à débat, mais son parcours en NBA s'est terminé bien plus tôt et bien plus discrètement qu'il ne l'avait jamais prévu. McCants a au moins tourné la page sans perdre tout ce qu'il avait déjà gagné. On ne peut pas en dire autant de Latrell Sprewell. Voici un homme qui a gagné près de 100 millions de dollars en NBA et qui s'est retrouvé avec une fortune estimée à seulement 150 000 $. Son histoire mêle un célèbre accès de rage, une offre de contrat qu'il n'aurait jamais dû refuser et le poids financier d'une relation de longue date qu'il n'a jamais officialisée légalement, jusqu'à ce qu'un procès vienne tout mettre au grand jour. Sprewell a été sélectionné en 24e position par les Golden State Warriors lors de la draft NBA de 1992 et est rapidement devenu l'un des joueurs les plus électrisants de la ligue, 4 fois All-Star, sélectionné dans la première équipe All-NBA en 1994, l'un des meilleurs marqueurs de son époque. Au cours de ses 13 saisons avec les Warriors, les New York Knicks et les Minnesota Timberwolves, il a gagné environ 97 millions de dollars. C'est une fortune générationnelle, soit la mesure utilisée. Puis 20 décembre 1997, au cours d'un entraînement des Warriors, l'entraîneur PG Carlesimo a demandé à Sprewell de mettre un peu de piment dans une passe. Sprewell a pété les plombs, a saisi Carlesimo à la gorge et l'a étranglé pendant près de 10 secondes avant que ses coéquipiers ne l'écartent de force. Il est parti, est revenu 20 minutes plus tard et s'en est pris à l'entraîneur une deuxième fois. Les Warriors ont annulé les 24 millions de dollars restants de son contrat. La NBA lui a infligé une suspension de 68 matchs sans salaire, plus longue de l'histoire de la ligue à ce moment-là. Bien que l'arbitrage ait empêché l'annulation totale du contrat, il a tout de même perdu une somme colossale à cause d'un moment de rage incontrôlé. Sprewell s'est refait une réputation avec les New York Knicks, aidant à mener une équipe classée 8e jusqu'en finale de la NBA 1999, l'un des parcours les plus remarquables jamais vus en séries éliminatoires. Il a été récompensé par une prolongation de contrat de 5 ans pour 62 millions de dollars la saison suivante. Avec le Minnesota en 2003-2004, il a formé avec Kevin Garnett et Sam Cassell l'un des trios les plus prolifiques de la ligue, aidant les Timberwolves à atteindre la finale de la conférence Ouest. À la fin de cette saison, le Minnesota lui a proposé une prolongation de contrat de 3 ans pour 21 millions de dollars. Il gagnait déjà 14,6 millions de dollars par an. Il a refusé, déclarant publiquement qu'il avait une famille à nourrir. Il
il n'a plus jamais joué en NBA, puis sa vie privée s'est effondrée aux yeux de tous. En janvier 2007, femme de longue date, Candace Cabil, mère de 4 de ses enfants, a intenté un procès de 200 millions de dollars contre lui. Elle a affirmé que lorsqu'elle était tombée enceinte de leur premier enfant en 1994, Sprewell lui avait promis de partager sa vie et sa fortune avec elle et qu'il avait rompu cet accord en la privant de tout soutien financier et en l'agressant physiquement. Bien qu'ils aient été ensemble pendant des années et aient élevé 4 enfants ensemble, ils ne s'étaient jamais mariés, laissant Cabil sans aucune protection juridique face à l'effondrement de leur union. La même année, le yacht de 21 mètres de Sprewell a été saisi par un marshal fédéral et vendu aux enchères pour seulement 856 000 $, bien en dessous de sa valeur de 1,5 million de dollars, le laissant avec une dette restante de près de 500 000 $. Sa maison de Milwaukee a été saisie peu après. Puis ce fut le tour d'un manoir du comté de Westchester. En 2011, il devait 3,5 millions de dollars d'impôts impayés à l'État du Wisconsin. Près de 100 millions de dollars de gains professionnels réduits à presque rien. L'incident de l'étranglement, le refus de prolongation de contrat, le procès intenté par la femme qui avait été à ses côtés pendant plus d'une décennie et des années de dépenses incontrôlées ont tous causé des dégâts. L'effondrement de Latrell Sprewell est aussi complet que n'importe quel autre dans l'histoire de la NBA. Sprewell pouvait au moins mettre en avant une combinaison de ses propres choix et d'une mauvaise gestion financière comme cause de sa chute. La situation de Dennis Rodman présentait tout cela, et bien plus encore. En 2012, les propres avocats de Rodman le qualifiaient de fauché et extrêmement malade dans des documents judiciaires, incapable de subvenir à ses propres besoins. Parler des centaines de milliers de dollars qu'il devait à son ex-femme au titre de la pension alimentaire. Pour quelqu'un qui possède 5 bagues de champion NBA et une plaque au Hall of Fame, c'était un tableau désolant. Rodman a été sélectionné en 27e position par les Detroit Pistons en 1986 et s'est forgé l'une des carrières les plus singulières et les plus célèbres de l'histoire du basketball. 2 titres avec les Pistons, 3 autres avec les Chicago Bulls, 7 titres consécutifs de meilleur rebondeur, 2 titres de meilleur défenseur de l'année, intronisation au Hall of Fame en 2011, sélectionné dans l'équipe du 60e anniversaire de la NBA en 2021. Toutes les mesures de la grandeur sur le terrain, cet homme les avait. En dehors du terrain, c'était une toute autre histoire. Il a fréquenté Madonna en 1994. En novembre 1988, il a épousé l'actrice et mannequin Carmen Electra à Las Vegas, puis a demandé l'annulation du mariage à peine 9 jours plus tard, affirmant qu'il n'était pas sain d'esprit lors de la cérémonie. Electra a demandé le divorce l'année suivante, mais la relation qui lui a causé le plus de préjudice financier a été son 3e mariage, Michelle Moyer. Rodman et Moyer se sont mariés en 2003. Elle a demandé le divorce en 2004, mais les tentatives de réconciliation ont fait traîner la procédure pendant des années. Le mariage n'a été officiellement dissous qu'en 2012. Au cours de cette longue période, les tribunaux ont fixé à un moment donné sa pension alimentaire à 50 000 $ par mois, un montant calculé en fonction de ce qu'il gagnait en tant que joueur actif, et non des revenus d'un retraité essayant de joindre les deux bouts grâce à des apparitions à l'étranger et des événements publics rémunérés. En mars 2012, Rodman avait un arriéré de 808 935 $ de pension alimentaire pour leurs 2 enfants, Dennis Jr. et Trinity. Il devait également 51 441 $ d'arriéré de pension alimentaire à son ex-épouse. Ses avocats, travaillant gratuitement car ils ne pouvaient pas les payer, ont déposé des documents le décrivant comme étant sans le sou. Sa déclaration d'impôt de 2010 indiquait un revenu d'environ 150 000 $ pour l'ensemble de l'année. Son gestionnaire financier a confirmé à ABC News que les problèmes d'alcoolisme bien connus de Rodman avaient gravement nui à son image publique et rendu presque impossible l'obtention de contrats publicitaires. En mai 2012, Rodman a été condamné à 104 heures de travaux d'intérêt général après avoir été reconnu coupable de 4 chefs d'accusation d'outrage au tribunal pour non-paiement de la pension alimentaire de ses enfants en 2009 et 2010. En décembre de la même année, les 2 parties ont conclu un accord à l'amiable de 500 000 $, bien en deçà des 850 000 $ que l'équipe juridique de son ex-femme avait initialement réclamé. Il y a eu un autre coup dur auquel Rodman ne s'était jamais attendu. Peggy Ann Fulford, la même escroque qui avait pris pour cible Rashad McCants, a volé 1,24 million de $ à Rodman. Il croyait que cet argent était envoyé sous forme de pensions alimentaires à sa première femme, que Fulford a été mise en accusation par le FBI en 2016 et condamné à 10 ans de prison en 2018. Le mal était fait depuis des années. Dennis Rodman avait largement de quoi vivre confortablement pour le reste de sa vie grâce à sa carrière de joueur. Un problème d'alcoolisme qui l'a suivi pendant des décennies, de multiples relations ratées, un entourage ingérable et des millions perdus à cause d'une fraude se sont combinés pour laisser l'un des meilleurs défenseurs de l'histoire du basket sans défense au moment
moment où il en avait le plus besoin. L'histoire de Rodman est difficile à regarder, mais il y a quelque chose d'encore plus douloureux dans le fait qu'un de ses coéquipiers de ces mêmes campagnes de championnat des Bulls ait connu un effondrement presque identique et que presque personne n'en parle jamais. Ce coéquipier, c'est Jason Caffey. Caffey a été sélectionné en 20e position par les Chicago Bulls en 1995 et a joué aux côtés de Michael Jordan, Scottie Pippen et Dennis Rodman, tant 2 titres consécutifs de champion NBA en 1996 et 1997. Il a affiché une moyenne de 7,3 points par match lors de cette deuxième campagne victorieuse et a été titulaire lors de 5 matchs de playoffs. Transféré aux Golden State Warriors en février 1998, il a fini par signer un contrat de 7 ans d'une valeur de 35 millions de dollars avec eux, connu sa meilleure saison statistique en 1999-2000 avec des moyennes de 12 points et 6,8 rebonds par match sur 56 matchs disputés en tant que titulaire, des records en carrière. Après 3 saisons avec les Milwaukee Bucks, il a pris sa retraite en 2003, ayant gagné environ 34 millions de dollars au cours de ses 8 saisons en NBA. C'était plus qu'assez d'argent pour s'assurer une vie confortable, mais cet argent a disparu plus vite que quiconque aurait pu l'imaginer. Caffey a eu 10 enfants avec 8 femmes différentes. Il lui était impossible de faire face à toutes ses obligations de pension alimentaire issues de ses relations. Il a pris du retard. Les tribunaux ont émis des mandats d'arrêt. Il a passé du temps en prison pour défaut de paiement. Un juge d'Atlanta a émis un mandat d'arrêt spécifiquement parce que Caffey n'avait pas respecté une décision de justice lui enjoignant de verser plus de 200 000 $ de pension alimentaire et de frais de justice à une seule femme. Le total de ses dettes dépassait 1,9 million de dollars, alors que ses actifs ne s'élevaient qu'à 1,15 million de dollars. En 2007, Caffey a déposé le bilan. Plus tard, il s'est confié sur ce qui avait réellement motivé ses choix. Il a grandi à Mobile, en Alabama, sans stabilité ni repères suffisants, et il a emporté avec lui des schémas malsains dans ses relations avec les femmes, jusqu'à la NBA, bien avant que l'argent ne soit au rendez-vous. Quand je suis arrivé dans la ligue, tout cet argent m'a donné un faux sentiment de pouvoir. Je voulais que mon destin soit l'amour, et j'associais cela à une multitude d'enfants, a-t-il déclaré en 2019, qui a rendu l'effondrement financier encore plus difficile à surmonter qu'il luttait contre une dépression et une anxiété non diagnostiquée tout au long de sa carrière. Une crise de panique survenue lors d'un match contre les Milwaukee Bucks en 2002 a finalement conduit l'équipe à racheter les 2 années restantes de son contrat, le privant ainsi de revenus futurs au moment même où ses obligations personnelles devenaient déjà écrasantes. Caffey a choisi de se faire aider. Il a suivi une thérapie, passé 45 jours en cure et travaillé à comprendre les choix qui l'avaient conduit à cette situation. Il a coécrit un livre intitulé Richard and the Boys, The Puberty Experience, avec Nadine Pierre-Louis, destiné à aider les jeunes hommes à gérer leurs relations et leurs responsabilités. Il est retourné à l'Alabama State University pour terminer le diplôme qu'il avait abandonné en 1995, avec l'intention d'obtenir son diplôme en décembre 2024. Ce n'est un secret pour personne que j'ai connu une chute vertigineuse à cause de certaines décisions que j'ai prises dans ma vie après ma carrière de basketteur, déclaré Caffey en 2020. Mais les leçons que j'ai apprises de Michael Jordan, Scottie Pippen et Dennis Rodman, c'est grâce à elles que je suis encore en vie aujourd'hui et que je suis toujours capable de subvenir à mes besoins. 2 bagues de champion, 34 millions de dollars de gains en carrière. Tout cela effacé par des choix faits en dehors du terrain. L'histoire de Jason Caffey est un avertissement, mais c'est aussi au final celle d'un homme qui a choisi de se relever. La chute de Caffey a été retentissante et publique. Mandat d'arrêt, peine de prison, dépôt de bilan. La version d'Eddie Curry s'est déroulé un peu différemment, mais le résultat final a été tout aussi radical. Curry était un pivot de 2,13 qui sortait tout droit du lycée dans l'Illinois, sélectionné en 4e position lors de la draft NBA 2001 par les Chicago Bulls. Avant même d'avoir disputé un seul match professionnel, on le surnommait déjà Baby Shaq. 11 saisons, les Bulls, les New York Knicks, le Miami Heat et les Dallas Mavericks, Curry a gagné environ 70 millions de dollars. Sa fortune nette est aujourd'hui estimée à environ 3 millions de dollars. Ses dépenses excessives étaient bien réelles et largement documenté. Il louait une maison à 17 000 $ par mois dans la banlieue de New York, payait 6 000 $ par mois pour un chef à domicile et a acheté une douzaine de voitures pour lui-même et les membres de sa famille. En février 2008, il a contracté un prêt personnel de 570 000 $ auprès d'une société du Nevada appelée All Star Capital, taux d'intérêt annuel de près de 85%, ce qui est légal au Nevada, où il n'existe pas de loi contre l'usure. Il ne l'a pas remboursé. En 2010, un tribunal de Manhattan lui a ordonné de payer 75 000 $ par mois
mois pour régler une dette qui avait grimpé à 1,2 million de dollars. 3 de ses voitures ont été saisies au cours de la procédure, notamment une Rolls-Royce Phantom décapotable et 2 SUV Land Rover. Mais le coup le plus dur sur le plan financier que Curry ait subi est venu directement d'une relation, plus précisément de son premier mariage avec son amour d'enfance, Corey Kellogg. Curry avait épousé Kellogg avant d'entrer en NBA, alors qu'elle était enceinte de son premier fils pendant sa dernière année de lycée. Il n'y avait pas de contrat prénuptial. Peu après qu'il eût été drafté, elle a demandé le divorce. La procédure s'est éternisée pendant environ 4 ans et a épuisé des sommes considérables au cours de ce qui aurait dû être ses années les plus stables financièrement. Puis vint la décision qui lui a coûté doublement. Curry pensait qu'il avait conclu un accord informel avec son ex-femme. Il lui verserait directement une pension alimentaire plutôt que de passer par l'État de l'Illinois. Il lui a envoyé plus d'1 million de dollars au total, avec des chèques de banque et des relevés bancaires pour le prouver. Mais lorsqu'il a reçu une assignation pour des arriérés de pension alimentaire, le juge a statué que tout cet argent constituait un don, comme les paiements n'avaient jamais transité par la voie légale appropriée. Le tribunal a estimé qu'il n'avait rien versé. Il a été condamné à payer à nouveau sa pension alimentaire depuis le début. On m'a signifié une assignation pour des arriérés de pension alimentaire, alors que je lui avais donné de l'argent tout ce temps, a déclaré Curry plus tard sur Vlad TV. Ils m'ont dit, non, c'est un don. Vous ne l'avez pas versé à l'État de l'Illinois. C'est un don. Je me suis dit, vous êtes sérieux? Le tribunal était tout à fait sérieux. Cette décision est venue s'ajouter à toutes les autres dettes que Curry avait déjà contractées. Il a par la suite décrit ce mariage, contracté sans contrat prénuptial alors qu'il était encore au lycée, comme l'erreur la plus embarrassante de sa vie. Il avait fait confiance à son amour d'enfance pour qu'elle soit juste. Cette confiance lui a coûté très cher. Curry a depuis évoqué une habitude plus générale qui a aggravé la situation. Donner de l'argent sans compter à quiconque le lui demandait. Des amis, de la famille, qui l'appelaient avec un problème qu'il pensait pouvoir résoudre. Je ne pouvais pas dire non, a-t-il déclaré. Je ne pouvais pas écouter quelqu'un pleurer au téléphone, me dire que quelque chose n'allait pas, tout en sachant que cet argent pourrait l'aider. Lorsque cette habitude s'étend à 15 personnes différentes à la fois, 70 millions de dollars disparaissent plus vite que quiconque ne pourrait l'imaginer. Une carrière qui n'a jamais atteint son plein potentiel. Des décisions ancrées dans les personnes qu'il aimait le plus. L'histoire d'Eddie Curry. Quelle histoire de joueur de la NBA vous a le plus surpris? Faites-nous part de vos impressions dans la section commentaires et avant de partir, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à Hoops Rivals pour ne pas manquer les prochaines.